Le silence de cet appartement est une chose vivante. Il a un poids. Une texture. Ce soir, il est lourd comme le plomb. Froid comme la pierre d'une tombe. Dehors, la pluie de novembre s'acharne sur les toits de la Croix-Rousse. Un tambourinement incessant qui ne fait qu'accentuer le vide à l'intérieur. Je suis assise dans le noir. Ou presque. La lueur orangée d'un lampadaire filtre à travers la grande fenêtre, dessinant de longues ombres qui dansent comme des fantômes. Mes yeux sont fixés sur une place vide sur l'étagère, entre un recueil de poèmes de Prévert et une petite poterie que Chloé avait faite à l'école. C'est là que la photo de famille aurait dû être. La photo avec nous trois. Avant que tout ne se brise. Un murmure s'échappe de mes lèvres. Si bas que c'est à peine un son. C'est un secret que je confie aux ombres. Je n'avais pas d'autre choix. Thomas. Je devais savoir. Savoir jusqu'où l'égoïsme pouvait aller. Savoir ce qui restait de mon fils sous le costume cher et le sourire arrogant. Savoir si j'avais perdu un enfant. Ou deux. La douleur est une lame rouillée qui tourne lentement dans ma poitrine. Je ferme les yeux. Et l'obscurité derrière mes paupières est un soulagement. 3 mois plus tôt. Le réveil avait sonné à 6 heures. Comme tous les matins. Le ciel de Lyon était encore d'un gris perle. Une promesse de journée fraîche mais sans pluie. J'ai avalé un café noir. Debout dans ma cuisine. En regardant les toits enchevêtrés de mon quartier. J'aime la Croix-Rousse. J'aime son âme d'ancien village. Ces immeubles de cagneux avec leurs hautes fenêtres conçues pour les métiers à tisser. Mon appartement était l'un d'eux. Simple. Un peu usé par les années. Mais rempli de notre vie. Rempli de Chloé. Mon métier d'infirmière libérale me faisait parcourir la ville. Chaque jour était une mosaïque de visages. D'histoires. De souffrances discrètes derrière des portes closes. Ce matin-là, ma première visite était pour Monsieur Lemoine. Un vieil homme charmant dont le diabète demandait une surveillance constante. Il m'a accueilli avec un sourire édenté et une histoire sur sa jeunesse pendant la guerre. Puis ce fut Madame Rossi. Une jeune mère épuisée par son premier enfant, qui avait juste besoin qu'on lui parle autant que d'une piqûre. J'aimais mon travail. Il était dur. Il était exigeant. Mais il avait un sens. Je réparais. Je soignais. Je soulageais. C'était tout ce que je savais faire. En rentrant en fin de matinée, une odeur de térébenthine et de café flottait dans l'air. Chloé était là. Devant son chevalet. Le visage concentré. Elle portait un de mes vieux pulls. Taché de peinture. Ses cheveux blonds attachés en un chignon désordonné. Elle était la lumière de cet appartement. La lumière de ma vie. Elle travaillait sur une toile immense. Une vue abstraite des quais de Saône au crépuscule. Les couleurs étaient vibrantes. Pleines d'une mélancolie douce. Bonjour. Maman. Dit-elle sans se retourner. Trop absorbée. Bonjour. Mon oiseau. Tu as dormi un peu? Elle a haussé les épaules. Un peu. L'inspiration ne prévient pas. Je me suis approchée et j'ai posé une main sur son épaule. Elle était si fine sous le tissu épais du pull. Trop fine. Son visage, quand elle s'est tournée vers moi, était pâle, avec des cernes bleutées sous ses yeux. La maladie était une ombre qui la suivait partout, qui grignotait ses forces jour après jour. La polykystose rénale. Un nom barbare pour une sentence qui nous était tombée dessus il y a des années. Un héritage empoisonné de son père. Un homme que je préférais oublier. C'est magnifique. Chloé. Vraiment. Elle m'a offert un sourire. Un vrai cette fois. Qui a illuminé son visage fatigué.
Tu dis toujours ça. Parce que c'est toujours vrai. Je lui ai tendu une tasse de thé que j'avais préparée. Ses mains tremblaient légèrement en la prenant. Mais tu devrais te reposer. Tu as rendez-vous à l'hôpital cet après-midi. Ne l'oublie pas. Son sourire s'est effacé. Je sais. Contrôle de routine. Nous appelions ça un contrôle de routine. Mais nous savions toutes les deux que c'était plus que ça. C'était une mesure. La mesure du temps qui passait. La mesure de la dégradation de ses reins. Chaque visite était une partie de poker contre le destin. Le téléphone a sonné. Strident. Brisant notre bulle de tranquillité. J'ai regardé l'écran. Thomas. Mon cœur a eu un petit soubresaut. Un mélange d'espoir et d'appréhension. Allô? Thomas? Maman. Salut. Ça va? Sa voix était rapide. Efficace. Comme toujours. Le son de quelqu'un qui n'a pas une minute à perdre. Oui. Ça va. Et toi? Ta sœur est là. Ah. Salut Chloé. A-t-il lancé à la cantonade? Sans vraiment attendre de réponse. Écoute. Je t'appelle vite fait. Je viens de signer un contrat énorme pour le cabinet. On a décroché le portefeuille d'un gros industriel de la chimie. C'est une excellente nouvelle. J'aurai une prime conséquente. Oh. C'est très bien. Mon chéri. Félicitations. Je ne savais jamais quoi répondre à ces victoires financières. Elles me semblaient si lointaines. Si abstraites. Son monde était celui des tours de la Pardieu. Des déjeuners d'affaires et des bilans financiers. Un monde de verre et d'acier. À des années-lumière de mon quotidien fait de pansements et de compassion. Oui. C'est génial. Camille est ravie. On va pouvoir confirmer la réservation pour le chalet à Courchevel à Noël. Il a fait une pause. Sinon, tout va bien pour vous? Pas de problème? La question était automatique. Une formalité. Non. Tout va bien. Chloé a un contrôle à l'hôpital cet après-midi. C'est tout. Un silence. Juste une seconde. Mais je l'ai senti. Un léger agacement. La maladie de sa sœur était un détail gênant dans sa vie parfaitement organisée. Ah. D'accord. Tu me tiendras au courant? Alors. Bon. Je dois te laisser. J'ai un déjeuner important. Embrasse Chloé pour moi. Bisous. Bisous. Thomas. La ligne a coupé. J'ai reposé le téléphone. Un goût amer dans la bouche. Chloé me regardait. Ses grands yeux tristes en disaient long. Elle avait tout entendu. Il est occupé? A-t-elle dit doucement. Comme pour lui trouver une excuse. Oui. Il est très occupé. L'après-midi. Nous avons pris le métro pour l'hôpital de la Croix-Rousse. Le trajet était silencieux. Chacune était perdue dans ses pensées. La salle d'attente du service de néphrologie était un lieu hors du temps. Des murs blancs. Des chaises en plastique inconfortables. Une odeur d'antiseptique et de peur contenue. Des gens attendaient. Le regard vide. Feuilletant des magazines sans les voir. Le temps s'étirait. Chaque minute semblait durer 1 heure. Chloé tapotait nerveusement son genou. J'ai pris sa main dans la mienne. Elle était glacée. Ça va aller? Ai-je murmuré. C'était un mantra que je me répétais autant qu'à elle. Et si? Et si les résultats ne sont pas bons? On affrontera ça ensemble. Comme toujours. Enfin. Une infirmière a ouvert la porte. Chloé Dubois? Le docteur Mercier vous attend.
Nous nous sommes levés. Mes jambes étaient lourdes. Le couloir semblait interminable. La porte du bureau du médecin était une frontière. Derrière, il y avait les réponses que nous redoutions. Le docteur Mercier était un homme d'une 50aine d'années, au visage grave mais bienveillant. Il nous a fait signe d'entrer et de nous asseoir. Il avait le dossier de Chloé ouvert devant lui. Il a pris une profonde inspiration avant de parler. Et à cet instant précis, j'ai su. J'ai su que notre vie de routine y était terminée. Le sol s'est dérobé sous mes pieds avant même qu'il n'ait prononcé le premier mot. Le docteur Mercier a joint ses mains sur son bureau. Son regard allait de Chloé à moi, chargé d'une compassion professionnelle qui ne parvenait pas à masquer la gravité de la situation. Madame Dubois. Chloé. J'ai reçu les résultats de vos derniers examens. Il a marqué une pause, choisissant ces mots avec un soin qui me glaçait le sang. Et malheureusement, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons du tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Chloé a cessé de respirer. Je sentais sa main, toujours dans la mienne, devenir moite. Mon propre cœur battait si fort dans mes oreilles que j'avais peur de ne pas entendre la suite. La fonction rénale de Chloé s'est dégradée beaucoup plus rapidement que nous l'avions anticipé, a-t-il poursuivi d'une voix douce mais ferme. Vos reins, Chloé, ne filtrent plus que moins de 15%. Nous sommes entrés en phase d'insuffisance rénale terminale. Terminale. Le mot a explosé dans le silence du bureau. Un mot final. Un mot sans appel. C'était une porte qui se fermait. J'ai vu Chloé blêmir. Ses lèvres perdre leur couleur. Elle fixait un point invisible sur le mur, comme si elle essayait de s'échapper de son propre corps, de cette salle, de cette réalité insupportable. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle demandé d'une voix blanche? À peine un souffle. Le médecin s'est penché en avant. Cela veut dire que nous devons agir? Et vite. La dialyse est une option? Bien sûr. Elle peut vous maintenir en vie. Mais à votre âge? Avec vos projets? Votre passion? Ce n'est pas une vie. C'est une survie. La meilleure solution? La seule véritable solution à long terme? C'est une greffe. Une greffe. Nous en avions déjà parlé? Bien sûr. C'était un concept abstrait. Une possibilité lointaine pour un futur que nous espérions ne jamais voir arriver. Et maintenant? Ce futur était là. Il était assis en face de nous, avec le visage fatigué du docteur Mercier. Une greffe? Ai-je répété? La voix rauque. Mais la liste d'attente. Elle est longue. N'est-ce pas? Je connaissais la réponse. Des années. Des années que Chloé n'avait peut-être pas. Elle l'est. A confirmé le docteur. C'est pourquoi nous explorons toujours en premier lieu la piste du don d'un proche vivant. C'est la voie la plus rapide et celle qui offre les meilleures chances de compatibilité. Il a feuilleté le dossier de Chloé, s'arrêtant sur une page. Selon nos informations, vous, Madame Dubois, n'êtes pas compatible. Mais vous avez un fils. Thomas. Il me semble que nous avions évoqué son cas il y a quelques années. Thomas. Son nom résonnait étrangement dans cette pièce. Il appartenait à un autre monde? Un monde de chiffres et de succès? Un monde où la maladie était une abstraction? Une nuisance? Oui. Ai-je réussi à articuler? Thomas. Dans une situation comme celle-ci, un frère est souvent un excellent candidat. La probabilité de compatibilité est élevée. Il faudrait qu'il vienne faire des tests? Bien sûr.
Mais il est votre meilleur espoir? Chloé. Votre plus grand espoir. Le docteur nous a regardés, attendant une réaction. Chloé est restée silencieuse, prostrée. C'était trop. Trop d'informations. Trop de peur. La perspective de la dialyse, de la greffe. Et maintenant, devoir demander ça à son frère. Son frère si distant, si occupé. J'ai pris les choses en main. Je vais lui parler. Docteur. Je vais l'appeler. Faites-le rapidement. Madame Dubois. Le temps est un facteur crucial. Nous pouvons commencer à préparer Chloé pour la dialyse en attendant. Mais chaque jour compte. Nous sommes sortis de l'hôpital comme dans un cauchemar. Le soleil de l'après-midi semblait indécent. Trop joyeux. Dans le métro du retour, Chloé s'est effondrée contre mon épaule, ses sanglots silencieux secouant son corps fragile. Je la serrais contre moi. Impuissante. Le cœur en miettes. Je caressais ses cheveux en murmurant des mots de réconfort qui sonnaient creux. Même à mes propres oreilles. Ça va aller. On va trouver une solution. On est ensemble. De retour à l'appartement, l'odeur de peinture semblait soudain triste, comme le parfum d'un rêve interrompu. Chloé est allée directement dans sa chambre et s'est allongée sur son lit, tournant le dos à la porte. Je savais qu'elle avait besoin d'être seule. Je suis restée dans le salon, assise sur le vieux canapé, le téléphone dans ma main. Il pesait une tonne. Comment pouvais-je appeler Thomas et lui dire « Ton agenda est-il libre dans les prochains mois? Ta sœur a besoin d'un de tes reins pour ne pas mourir. » Je connaissais mon fils. Je l'aimais. Bien sûr. D'un amour viscéral. L'amour d'une mère. Mais je n'étais pas aveugle. Je voyais sa soif de reconnaissance. Son besoin maladif de s'élever au-dessus de nos origines modestes. Il avait passé des années à construire une façade de perfection. Un travail brillant. Une voiture de luxe. Un appartement impeccable. Et puis il y avait Camille. Camille de Vérac. Issue d'une de ces vieilles familles lyonnaises où le nom de famille est un capital. Elle était belle. Élégante. Et elle incarnait tout ce à quoi Thomas aspirait. Un rein manquant. Une longue cicatrice. Des mois de convalescence. Rien de tout cela ne cadrait avec l'image qu'il voulait projeter. Rien de tout cela ne plaisait à une Camille. La peur a commencé à s'insinuer en moi. Une peur froide? Reptilienne. Et s'il refusait? Et s'il trouvait une excuse? Un prétexte? Mon travail ne me le permet pas. C'est trop risqué pour ma propre santé. Camille et moi avons des projets. Je pouvais déjà entendre sa voix. Polie mais ferme. La pensée était si insupportable qu'elle me donnait la nausée. Je ne pouvais pas risquer un refus. Pas quand la vie de Chloé était en jeu. Je ne pouvais pas laisser sa survie dépendre d'un calcul de carrière ou d'un caprice de sa future femme. Je me suis levée et j'ai fait les 100 pas dans le salon. Mon esprit tournait à toute vitesse, cherchant une issue, une stratégie. Je me sentais comme un animal pris au piège. Et c'est là, dans le désespoir le plus total, que l'idée est née. Une idée monstrueuse. Une idée tordue, née de l'amour et de la peur. Et si le patient, ce n'était pas Chloé? Et si c'était moi? Thomas était ambitieux. Oui. Égoïste. Peut-être. Mais pouvait-il refuser un rein à sa propre mère? La femme qu'il avait élevée seule. Qui s'était saignée aux 4 veines pour qu'il puisse faire les études qu'il avait menées là où il était? Refuser un rein à sa mère mourante? Même Camille de Vérac ne pourrait pas cautionner une chose pareille.
L'opprobre social serait trop grand. C'était un pari. Un pari terrible. Un mensonge abominable. Mais c'était un pari que je ne pouvais pas me permettre de perdre. La vie de Chloé était la mise. Une fois l'idée implantée dans mon esprit, elle a grandi. A pris racine. C'était la seule voie possible. Je protégerai Chloé du poids de la demande. Je protégerai Chloé d'un éventuel refus. Je forcerai la main à Thomas. Non pas pour moi, mais pour sa sœur. Il ne le saurait jamais. Il donnerait son rein en pensant me sauver. Et en réalité, il sauverait Chloé. La morale hurlait en moi. Mais l'instinct maternel était plus fort. Il balayait tout sur son passage. La fin justifiait les moyens. C'était ce que je me répétais. Encore et encore. Pour étouffer la voix de ma conscience. Mon cœur battait à se rompre. J'ai pris une grande inspiration. Le goût de la trahison dans la bouche. J'ai déverrouillé mon téléphone. J'ai cherché son numéro. Mes doigts tremblaient. J'ai appuyé sur l'icône verte. La sonnerie a retenti. 1, 2, 3 fois. Chaque sonnerie était un coup de marteau sur ma détermination. Allô? La voix de Thomas. Nette. Un peu impatiente. J'ai fermé les yeux. J'ai avalé ma salive. J'ai convoqué toutes les larmes. Toute la peur. Toute la douleur que je ressentais pour Chloé. Et je les ai laissées trembler dans ma voix. Thomas. C'est maman. Oui. Je sais. Ça ne va pas? Tu as une drôle de voix. Il faut qu'on se voie. Mon chéri. Maintenant? Je suis sur le point de partir du bureau. J'ai un dîner avec. S'il te plaît. L'ai-je interrompu? Mettant toute ma détresse dans ce seul mot. C'est important. C'est une question de vie ou de mort. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. J'imaginais son visage. Son front plissé par elle, contrariété. Mais j'avais utilisé les bons mots. D'accord? A-t-il dit. Le ton soudain plus grave. Où? Retrouve-moi. Retrouve-moi au bistrot de Lyon. Dans 1 heure. J'ai choisi un endroit neutre. Un de ces vieux bistrots qu'il aimait bien avant de devenir quelqu'un. J'y serai. J'ai raccroché. J'ai regardé mes mains. Elles ne tremblaient plus. Elles étaient froides. Stables. J'étais devenue une menteuse. Une manipulatrice. J'allais briser la confiance de mon propre fils. Mais j'allais sauver ma fille. Et à cet instant, c'était la seule chose qui comptait. Le bistrot de Lyon était bruyant et chaleureux. Un îlot de vie dans la soirée qui tombait. L'odeur du beurre, de l'ail et du vin rouge flottait dans l'air. Des serveurs en tablier blanc se faufilaient entre les tables aux nappes à carreaux. C'était un décor de normalité, de vie ordinaire, qui contrastait violemment avec le chaos qui régnait en moi. J'avais choisi une table dans un coin, à l'abri des regards. J'ai commandé un verre de vin que je n'ai pas touché. Je le fixais, regardant la lumière se refléter sur le liquide pourpre. Comme si j'y cherchais du courage. Chaque minute d'attente était une torture. J'ai répété mon mensonge dans ma tête. Encore et encore. Jusqu'à ce qu'il sonne presque vrai. Je construisais un mur de mots. Brique par brique. Pour me protéger de ma propre culpabilité. Quand Thomas est arrivé, il a balayé la salle du regard. L'air un peu agacé d'être là. Il portait un costume sombre. Parfaitement coupé. Une chemise blanche impeccable. Il avait l'air d'un homme qui n'appartenait pas à cet endroit. Ou qui ne voulait plus y appartenir.
Il m'a vu et s'est dirigé vers ma table. Son pas rapide et décidé. Maman. Il s'est assis en face de moi, posant son téléphone et ses clés sur la table avec un bruit sec. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Chloé? Le rendez-vous à l'hôpital? Mon cœur a raté un battement. Il pensait à Chloé. Une petite lueur d'espoir s'est allumée en moi, que j'ai aussitôt dû éteindre. Je ne pouvais pas flancher. J'ai secoué la tête. J'ai levé les yeux vers lui. Et j'ai fait en sorte qu'il y voie toute la détresse du monde. Non. Thomas. Ce n'est pas Chloé. C'est moi. Il a froncé les sourcils. Perplexe. Toi. Qu'est-ce que tu as? J'ai pris une inspiration tremblante. Comme si chaque mot me coûtait un effort surhumain. Je ne me sentais pas bien depuis quelque temps. De la fatigue. Des nausées. Je mettais ça sur le compte du travail. Du stress. Mais ça n'allait pas en s'arrangeant. Alors. J'ai fait des examens. En secret. Je ne voulais inquiéter personne. Le mensonge coulait de mes lèvres avec une facilité effrayante. Je me dégoûtais. Mais je continuais. J'ai eu les résultats aujourd'hui. J'ai fait une pause, laissant le suspense s'installer. Je le regardais droit dans les yeux. Mes reins. Ils ne fonctionnent presque plus. Thomas. J'ai la même maladie que ton père. Que Chloé. Mais chez moi. Elle a évolué en silence pendant toutes ces années. Maintenant. Il est trop tard. Je suis en insuffisance rénale. Terminale. J'ai lâché le mot. Le même mot que le docteur Mercier avait utilisé pour Chloé. Il a eu le même effet. Thomas est devenu livide. Son assurance. Sa confiance en lui. Tout s'est évaporé en un instant. Il me regardait. La bouche entr'ouverte. Incapable de parler. Mais. Comment? C'est impossible. A-t-il finalement balbutié. On ne l'a jamais su. Tu n'as jamais rien dit. Je ne le savais pas moi-même. Ai-je menti? La voix brisée. Et puis je ne voulais pas être un fardeau. Surtout pour toi. Avec ta carrière? Tes projets. J'ai planté le couteau. Puis je l'ai tourné doucement. Je jouais sur sa culpabilité. Sur l'image qu'il avait de lui-même. Un fardeau? Maman. Ne dis pas ça. C'est terrible. Il a passé une main dans ses cheveux parfaitement coiffés, les décoiffant pour la première fois. Il semblait enfin perdre le contrôle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des traitements? Non. La dialyse? La dialyse. J'ai eu un petit rire sans joie. Ce n'est pas une vie. Thomas. C'est une prison. 3 fois par semaine? Branché à une machine. Je suis infirmière. Je sais ce que c'est. Je ne veux pas de cette fin-là. J'ai tendu la main et j'ai posé la mienne sur la sienne. Sur la table. Sa peau était chaude. Il était vivant. Si vivant. Le médecin a été clair. Ma seule chance. C'est une greffe. Il a relevé la tête. Ses yeux fixés sur les miens. Il avait compris. La question flottait entre nous. Immense. Terrifiante. Et Chloé n'est pas compatible? J'imagine. A-t-il dit. Plus pour lui-même que pour moi. Non. Et je ne suis pas sur une liste d'attente. À mon âge. Avec l'urgence de mon cas. Il n'y a pas d'espoir de ce côté-là. Le mensonge s'empilait sur le mensonge.
Le médecin a dit qu'un don de proche vivant était la seule option. La seule. Le silence est revenu. Plus lourd encore. Thomas a retiré sa main de sous la mienne. Il a regardé par la fenêtre. Vers les lumières de la ville. Je pouvais voir les rouages tourner dans sa tête. Ce n'était plus un fils terrifié pour sa mère. C'était déjà le gestionnaire de patrimoine. L'homme qui calcule les risques et les bénéfices. Et il a parlé de moi? A-t-il demandé? Sans me regarder. Tu es le seul. Tu es mon seul espoir? Thomas. J'ai prononcé ces mots avec le plus de sincérité possible. Et d'une certaine manière, ce n'était pas un mensonge. Il était le seul espoir. Mais pas pour moi. Il est resté silencieux pendant un long moment. Le bruit du restaurant autour de nous semblait venir d'une autre planète. Il a fini par se tourner à nouveau vers moi. Son visage était redevenu un masque. Le choc initial était passé. Maintenant, c'était le temps de l'analyse. C'est beaucoup à encaisser d'un coup. Maman. C'est une décision énorme. Il y a des risques? Non. Pour le donneur? Il y a toujours des risques dans une opération chirurgicale? Ai-je concédé? Le cœur serré. Mais ils sont minimes. Des milliers de personnes vivent parfaitement bien avec un seul rein. Le médecin peut tout expliquer. Et la convalescence? C'est long? Quelques semaines. Peut-être un mois ou deux avant de retrouver une activité normale. Un mois ou deux. Je voyais dans son regard ce que cela signifiait pour lui. Un mois ou deux loin de son bureau. Loin de ses clients. Loin de la course effrénée vers le sommet. Un mois ou deux de faiblesse. De dépendance. Une fissure dans son armure. Je vois. A-t-il dit. Le ton neutre. Il a attrapé son verre d'eau et en a bu une longue gorgée. Il faut que j'y réfléchisse. Maman. Il faut que j'en parle à Camille. C'est notre vie à tous les deux qui est en jeu. En parler à Camille. Ces mots ont été comme un coup de poignard. Ma vie. Ou plutôt la vie que je prétendais en danger. Devait être validée par sa fiancée. J'ai senti une vague de colère monter en moi. Mais je l'ai réprimée. Je devais jouer le rôle de la mère vulnérable et compréhensive. J'ai hoché la tête, essayant de produire un sourire triste. Bien sûr. Mon chéri. Je comprends. C'est normal. Prends le temps qu'il te faut. Mais ne prends pas trop de temps. Il s'est levé. Je dois y aller. Mon dîner. Je ne peux pas l'annuler. Même face à la mort de sa mère. Les affaires continuaient. Je t'appelle demain. A-t-il promis? Évitant mon regard. Il a posé un billet de 50 € sur la table pour payer mon verre de vin et le sien. Puis il est parti aussi vite qu'il était arrivé. Se frayant un chemin à travers la foule. Un homme pressé fuyant une situation trop compliquée. Je suis resté seul. Le billet de banque sur la table comme une insulte. Il n'avait pas dit non. Mais il n'avait pas dit oui. Il avait dit « Je dois réfléchir ». Et je savais ce que cela voulait dire. Il allait peser le pour et le contre. La vie de sa mère d'un côté de la balance. Sa carrière. Son confort. L'opinion de Camille de l'autre. Et pour la première fois, j'ai eu réellement peur. Peur que ma manipulation ne suffise pas. Peur que mon fils ne soit plus du tout mon fils. Je suis rentré chez moi sous la pluie. Le cœur plus lourd que jamais. Le poids de mon secret était déjà insupportable. Les jours qui ont suivi notre conversation au bistrot se sont étirés dans une brume d'angoisse.
Chaque sonnerie de téléphone me faisait sursauter. Chaque notification sur mon écran était une promesse de verdict. Mais Thomas ne m'a pas appelé le lendemain. Ni le jour d'après. Le silence de mon fils était une forme de torture. Une attente qui me rongeait de l'intérieur. Je menais une double vie épuisante. D'un côté, il y avait Chloé. Je devais être forte pour elle. Projeter une image de confiance et d'optimisme que je ne ressentais absolument pas. Nous avons commencé les préparatifs pour la dialyse. Les rendez-vous à l'hôpital se sont multipliés. Chaque visite était un rappel brutal de la course contre la montre dans laquelle nous étions engagés. Chloé était courageuse. Mais je voyais bien la peur dans ses yeux. La fatigue la gagnait. Elle passait de plus en plus de temps au lit et son chevalet prenait la poussière dans un coin du salon. Le grand tableau des quais de Saône restait inachevé. Comme un symbole de sa propre vie mise en suspens. « Tu as eu des nouvelles de Thomas ?» me demandait-elle parfois. D'une petite voix. « Je l'ai eu hier. » mentais-je. Il est très pris par son travail. Tu sais comment il est. Mais il pense fort à toi. Chaque mensonge était une petite pierre que j'ajoutais au mur que je construisais entre mes enfants et la vérité. Je me sentais sale. Mais je continuais. Persuadée que c'était pour son bien. De l'autre côté, il y avait ma fausse maladie. Je devais entretenir le drame. J'envoyais des messages à Thomas. Des messages soigneusement calibrés pour ne pas paraître trop insistante, mais suffisamment alarmants pour maintenir la pression. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Ou le médecin m'a appelé. Il dit qu'il ne faut plus tarder. Enfin. Après 4 jours de silence insoutenable, il a répondu. Pas par un appel, mais par un simple texto. Je veux en parler avec le médecin. Peux-tu organiser un rendez-vous pour moi ? Un frisson de panique m'a parcouru. C'était un risque. Un risque énorme. Le docteur Mercier était au courant de la vérité. Comment allais-je gérer ça ? J'ai dû l'appeler. La gorge nouée. Je lui ai expliqué mon stratagème. J'ai senti sa désapprobation à travers le téléphone. Un silence lourd et réprobateur. Madame Dubois. Ce que vous faites est très dangereux. A-t-il fini par dire ? Sa voix plus grave que jamais. Sur le plan éthique, c'est indéfendable. Je ne peux pas participer à ce mensonge. Docteur, je vous en supplie. Ai-je plaidé ? Les larmes montant à mes yeux. C'était de vraies larmes ? Cette fois. Des larmes de pure terreur. C'est la seule chance de ma fille. Mon fils est compliqué. Il faut le convaincre. S'il vous plaît. Ne me dites pas que vous ne voulez pas sauver Chloé. J'utilisais son nom. Chloé. Comme une arme. C'était cruel. Mais j'étais désespérée. Il y a eu un autre long silence. J'ai entendu un profond soupir. Je ne mentirai pas pour vous. Madame Dubois. C'est hors de question. Mais je peux recevoir votre fils. Je lui parlerai des aspects techniques d'un don de rein. Les risques. La procédure. La convalescence. Je peux le faire de manière générale, sans spécifier le nom du receveur. C'est tout ce que je peux faire. C'était peu. Mais c'était assez. Merci. Docteur. Merci infiniment. Le rendez-vous a eu lieu 2 jours plus tard. J'ai attendu Thomas devant l'hôpital. Le cœur battant. Il est arrivé en taxi. Le visage fermé. Il ne m'a presque pas adressé la parole. Il était là pour les faits. Rien que les faits. Je l'ai accompagné jusqu'à la porte du bureau du docteur Mercier. Mais je ne suis pas entrée.
Je t'attends ici, ai-je dit. Je ne supporterai pas d'entendre tout ça une deuxième fois. Un autre mensonge pour couvrir le premier. L'attente a duré une éternité. Je faisais les 100 pas dans le couloir, me tordant les mains. Et si le médecin faisait une gaffe? Et si Thomas posait la mauvaise question? Chaque minute était un supplice. Quand la porte s'est enfin ouverte, Thomas est sorti. Le visage encore plus sombre qu'à son arrivée. Le docteur Mercier se tenait derrière lui. L'air professionnel et impénétrable. Il m'a adressé un bref hochement de tête avant de refermer la porte. Thomas ne m'a pas regardé. Je te ramène? A-t-il simplement dit. Dans le taxi. Le silence était total. Je n'osais pas poser de questions. J'attendais. Arrivé devant mon immeuble. Il ne s'est pas contenté de me déposer. Il a payé le chauffeur et est sorti avec moi. Il faut qu'on parle, a-t-il dit. Mon espoir a fait un bond. C'était le moment. Il allait dire oui. Nous sommes montés en silence. Quand je suis entré dans l'appartement, Chloé dormait dans sa chambre. J'ai refermé doucement sa porte. Thomas était debout au milieu du salon. Il regardait autour de lui. Les livres. Les vieilles photos. Le chevalet abandonné. On aurait dit qu'il voyait cet endroit pour la première fois. Alors? Ai-je demandé? Ma voix n'étant qu'un murmure. Il s'est tourné vers moi. Son visage n'exprimait aucune émotion. C'était un masque de cire. Maman. Je ne peux pas le faire. Le monde s'est arrêté. Les mots flottaient dans l'air. Irréel. J'ai cru que j'avais mal entendu. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que je ne peux pas le faire. A-t-il répété? Le ton plus assuré cette fois. Je ne donnerai pas mon rein. Le sol s'est effondré sous mes pieds. Une vague de froid m'a envahi. Si intense que j'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Mais pourquoi? Le médecin a dit. Les risques sont minimes. Ce n'est pas une question de risque? A-t-il dit. Le ton soudain dur? Presque méprisant. C'est une question de principe. J'ai une carrière? Maman. Je suis en pleine ascension. Je ne peux pas me permettre de disparaître pendant 2 mois. J'ai des responsabilités. Et j'ai une vie à construire avec Camille. Nous avons des projets. Un mariage à organiser. Des voyages. Une opération comme celle-ci. Ça remet tout en question. Chaque mot était une claque. Il parlait de sa carrière, de ses voyages, de son mariage. Pendant que sa sœur, à quelques mètres de là, se mourait à petit feu. La colère a commencé à monter. Une colère pure, brûlante, qui a balayé la peur et le désespoir. Ta carrière? Ai-je sifflé, incapable de me contenir. Tes voyages? C'est ça. Ta justification? Tu laisses ta mère mourir pour un chalet à Courchevel? Ce n'est pas ça et tu le sais. A-t-il répliqué, haussant la voix pour la première fois. C'est ma vie. La vie que je me suis construite. À la sueur de mon front. Loin de tout ça. Il a fait un geste vague qui englobait l'appartement. Notre vie. Tout ce que j'étais. J'ai le droit de la protéger. J'ai le droit de penser à moi. Penser à toi? J'ai éclaté d'un rire qui ressemblait à un sanglot. Tu ne fais que ça. Thomas. Tu as toujours fait ça. Quand as-tu pensé à quelqu'un d'autre pour la dernière fois? Quand as-tu appelé ta sœur? Juste pour savoir comment elle allait. Sans que je doive te le rappeler?
Je l'aide financièrement. A-t-il crié. Je paie une partie de ses frais de scolarité. Ce n'est pas rien. L'argent. Toujours l'argent. Tu crois que tout s'achète? Tu crois que tu peux signer un chèque pour remplacer un rein? Pour remplacer l'amour? L'attention? La présence? La porte de la chambre de Chloé s'est ouverte doucement. Elle était là. Debout. En pyjama. Le visage ravagé par la fatigue et l'incompréhension. Elle avait tout entendu. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui se passe? A-t-elle demandé. Sa voix tremblante. Pourquoi vous criez? Thomas est devenu blême en la voyant. La honte. Enfin. A semblé le toucher. Rien. Ma chérie. Ai-je dit. Me précipitant vers elle pour la ramener dans sa chambre. Ton frère et moi. On avait une discussion. Retourne te coucher. Mais Thomas a fait un pas en avant. Non. A-t-il dit. Le regard fixé sur Chloé. Elle doit savoir. Il s'est tourné vers moi. Le défi dans les yeux. Tu vas lui dire? Ou c'est moi qui le fais? Il me mettait au pied du mur. Il voulait utiliser la maladie de sa sœur pour se dédouaner. Pour me faire porter le chapeau de la situation. Mais il ne savait pas quelle vérité il menaçait de révéler. Je l'ai regardé. Et j'ai compris que mon plan. Mon misérable plan. Venait d'exploser en plein vol. J'étais prise à mon propre piège. Le silence dans le salon était électrique. Tendu à se rompre. Nous formions un triangle de misère, Chloé. Pâle et effrayée dans l'embrasure de sa porte. Thomas. Le visage durci par un mélange de défi et de culpabilité. Et moi. Prise au piège entre mon mensonge et la terrible vérité. L'ultimatum de Thomas flottait encore dans l'air. Tu vas lui dire? Ou c'est moi qui le fais? Il pensait parler de mon état de santé. De mon besoin urgent d'une greffe. Il n'avait aucune idée de la bombe qu'il s'apprêtait à faire exploser. Dire quoi? A murmuré Chloé. Son regard allant de son frère à moi. Maman. Qu'est-ce que Thomas ne veut pas faire? Mon cerveau tournait à vide. Je ne pouvais pas révéler mon mensonge. Pas maintenant. Pas comme ça. Cela anéantirait Chloé. Mais je ne pouvais pas non plus laisser Thomas lui asséner le coup de grâce en lui annonçant son refus de sauver sa mère. J'ai choisi la seule issue possible, une autre esquive. Un autre mensonge. Ce n'est rien. Ma chérie. Ai-je dit. Essayant de garder ma voix aussi calme que possible. Thomas est juste. Sous pression au travail. Nous parlions d'argent. C'est tout. Retourne te coucher. S'il te plaît. On en reparlera demain. J'ai lancé un regard suppliant à Thomas par-dessus l'épaule de Chloé. Un regard qui disait, pas devant elle. Je t'en prie. Pas devant elle. Pour la première fois. Une lueur d'humanité a semblé percer son armure. Peut-être que la vue de sa sœur, si visiblement fragile, a touché une corde sensible. Il a détourné les yeux, a hoché la tête imperceptiblement. Ta mère a raison, a-t-il dit d'une voix sourde. On est juste fatigué. Va te reposer? Chloé. Chloé nous a regardés. Sceptique. Mais elle était trop épuisée pour argumenter. Elle a fait demi-tour et a lentement regagné sa chambre, laissant la porte entr'ouverte. Dès qu'elle a disparu, je me suis retournée vers Thomas, tremblante de fureur et de soulagement. Comment as-tu pu? Ai-je chuchoté? La voix chargée de venin. Comment as-tu pu ne serait-ce que penser à lui dire ça? Il fallait bien qu'elle sache un jour. S'est-il défendu?
Mais sans la même conviction. Je ne peux pas être le méchant dans cette histoire pour toujours. Le méchant? Ai-je répété. Incrédule. Tu refuses de sauver la vie de ta mère et tu t'inquiètes de ton image? Il n'y a donc aucune limite à ton égoïsme? Arrête de me juger. A-t-il explosé à voix basse. Tu ne sais rien de ma vie. De la pression que j'ai. Tu es resté ici. Dans ton petit monde confortable. Pendant que moi. Je devais me battre pour chaque chose que j'ai obtenue. Un monde confortable? J'ai failli m'étouffer. Élever 2 enfants seuls? Avec un salaire d'infirmière? Tu appelles ça confortable? Me faire du souci pour ta sœur jour et nuit? C'est confortable? Tout ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour vous. Pour que vous ne manquiez de rien. Pour que toi. Tu puisses faire les études qui te permettent aujourd'hui de me cracher ta réussite au visage. Les larmes coulaient sur mes joues maintenant. Des larmes de rage et de chagrin. La digue avait cédé. Je ne te demande pas de me remercier. Thomas. Je ne te demande rien pour moi. Je suis ta mère. Mais ce que tu fais. Ce n'est pas humain. C'est le choix d'un monstre. Il a reculé comme si je l'avais frappé. Le mot « monstre » a semblé le toucher profondément. Son visage s'est décomposé. Ce n'est pas ce que je suis. A-t-il murmuré. Ce n'est pas ce que je veux être. Alors prouve-le. Ai-je dit. La voix brisée. Il n'est pas trop tard. Réfléchis encore. Je t'en supplie. Thomas. Pas pour moi. Pense à l'héritage que tu veux laisser. Celui d'un homme qui a réussi? Ou celui d'un homme qui a laissé tomber sa famille? Il ne m'a pas répondu. Il a attrapé sa veste, a ouvert la porte et est parti sans un mot de plus, me laissant seul au milieu du salon dévasté, avec les échos de notre dispute et le poids de tous mes secrets. J'étais allé trop loin. J'avais insulté mon propre fils. L'avais traité de monstre. J'avais peut-être anéanti la dernière petite chance qu'il nous restait. Je me suis effondré sur le canapé. Complètement vidé. J'avais échoué. Mon plan avait échoué. Et Chloé allait en payer le prix. Les semaines suivantes ont été les pires de ma vie. Je n'ai plus eu de nouvelles de Thomas. Il avait coupé les ponts. J'essayais de l'appeler. Mais il ne répondait pas. Mes messages restaient sans réponse. C'était comme s'il avait cessé d'exister. La date de la première séance de dialyse de Chloé approchait à grands pas. Elle était de plus en plus faible. La plupart de ses journées se passaient au lit. Ses amis de l'école des beaux-arts passaient la voir, lui apportant des fleurs, des livres. Mais leur gaieté forcée ne faisait que souligner la gravité de la situation. Un soir, alors que je l'abordais, elle m'a pris la main. Maman, a-t-elle dit. Sa voix si faible. Ne t'inquiète pas pour moi. Ça va aller. La dialyse. Je serai forte. Elle essayait de me rassurer. Elle. Mon enfant malade essayait de prendre soin de moi. La culpabilité m'a submergée avec une telle violence que j'ai cru que j'allais suffoquer. Je sais. Mon trésor. Tu es la plus forte de nous deux. Mais je suis inquiète pour toi. A-t-elle ajouté. Toi et Thomas. Je ne l'ai jamais vu comme ça. Il faut que vous vous parliez. C'est mon frère. Je l'aime. Je l'aime aussi. Chloé. Plus que tout. Je suis sortie de sa chambre. Le cœur en lambeaux. J'étais en train de tout détruire. Ma famille. Mes enfants. Mon mensonge était un poison qui se répandait, contaminant tout ce qu'il touchait. Le point de rupture est arrivé un mardi après-midi.
Chloé a fait une crise. Ses jambes ont enflé soudainement. Elle avait du mal à respirer. J'ai appelé les urgences. Le SAMU est arrivé en quelques minutes. Ils l'ont emmenée en urgence à l'hôpital de la Croix-Rousse. J'étais dans l'ambulance avec elle, lui tenant la main, voyant la panique dans ses yeux alors que les ambulanciers s'affairaient autour d'elle avec des masques à oxygène et des moniteurs. À l'hôpital, le docteur Mercier nous a interceptés aux urgences. Son visage était grave. C'est un édème aigu du poumon, a-t-il expliqué rapidement. Ses reins n'arrivent plus du tout à éliminer l'eau. C'est une complication que nous redoutions. Nous devons la mettre sous dialyse d'urgence immédiatement. Pendant que les infirmières emmenaient Chloé, il m'a prise à part. Hélène, a-t-il dit, utilisant mon prénom pour la première fois. Nous sommes au pied du mur. Elle est très fragile. La dialyse va la maintenir en vie. Mais chaque séance sera une épreuve. Nous devons trouver un rein. Maintenant. J'ai éclaté en sanglots. Là. Au milieu du couloir des urgences. Toute ma force. Toute ma façade. S'est effondrée. Il a dit non. Ai-je avoué? Les mots sortant dans un torrent de larmes. Thomas a refusé. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Le docteur Mercier a posé une main sur mon bras. Il y a toujours de l'espoir? A-t-il dit doucement. Elle est sur la liste nationale? Gérée par l'agence de la biomédecine. C'est notre seule chance maintenant. On doit prier pour un miracle. J'ai passé la nuit sur une chaise inconfortable à côté du lit de Chloé. Dans l'unité de soins intensifs. Elle dormait. Épuisée. Reliée à des machines qui faisaient le travail que son corps ne pouvait plus faire. Je la regardais. Si pâle. Si vulnérable. Et je n'avais jamais ressenti une telle haine pour moi-même. Mon plan stupide. Mon mensonge arrogant. Tout ça pour en arriver là. J'avais joué avec la vie de mes enfants et j'avais perdu. J'ai sorti mon téléphone et j'ai écrit un dernier message à Thomas. Sans vraiment espérer de réponse. Chloé est aux soins intensifs. Elle a failli mourir ce soir. Je suis à l'hôpital de la Croix-Rousse. Si jamais il te reste une once d'humanité. Viens. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint le téléphone. Je ne pouvais plus supporter l'attente. Il n'y avait plus rien à faire. À part attendre un miracle. Ou la fin. Les heures se sont écoulées. Lentes et lourdes. Dans la pénombre de la chambre de soins intensifs. Le seul son était le bip régulier et hypnotique des moniteurs. Un métronome macabre qui rythmait chaque seconde de notre angoisse. Chloé dormait d'un sommeil agité. Son visage crispé par moments. Comme si elle luttait même dans ses rêves. Je n'ai pas bougé de ma chaise. Mes yeux fixés sur elle. Mémorisant chaque détail de son visage. Terrorisé à l'idée que ces images puissent être les dernières. Le message envoyé à Thomas était un dernier jet de bouteille à la mer. Je ne m'attendais à rien. Je l'avais traité de monstre. Je l'avais poussé dans ses retranchements. Pourquoi viendrait-il? Le soleil n'était pas encore levé quand j'ai senti une présence derrière moi. Je me suis retournée. Le cœur battant. C'était le docteur Mercier. Il avait l'air fatigué. Mais il y avait quelque chose de différent dans son regard. Une sorte d'intensité. D'urgence. Hélène? A-t-il commencé à voix basse. Pouvez-vous venir dans mon bureau un instant? Je viens de recevoir un appel. Mon sang s'est glacé. Un appel au milieu de la nuit ne pouvait signifier qu'une chose. Soit une catastrophe. Soit. Je l'ai suivi dans les couloirs déserts de l'hôpital. L'odeur d'antiseptique était plus forte que jamais. Dans son bureau. Il m'a fait signe de m'asseoir.
Mais je suis restée debout, incapable de détendre un seul de mes muscles. Il a fermé la porte. J'étais de garde cette nuit. L'agence de la biomédecine m'a contacté il y a une trentaine de minutes. Il a fait une pause. Mon cœur martelait ma poitrine. Allez-y. Docteur. Dites-le. Un donneur est décédé cette nuit. Un jeune homme. Victime d'un accident de la route. Sa famille a eu le courage d'accepter le don d'organes. Il a consulté une feuille sur son bureau. Son groupe sanguin et ses marqueurs de compatibilité. Hélène. Ils sont compatibles avec Chloé. C'est un match presque parfait. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds. Mais cette fois, ce n'était pas de peur. C'était un vertige d'espoir si soudain, si puissant, que j'ai dû m'agripper à son bureau pour ne pas défaillir. Vous voulez dire? Je veux dire que nous avons un rein pour Chloé, a-t-il dit. Et pour la première fois, un léger sourire a éclairé son visage fatigué. L'équipe de prélèvement est déjà en route. L'opération peut avoir lieu aujourd'hui. Dans quelques heures. Les larmes ont jailli de mes yeux. Mais ce n'étaient pas les mêmes larmes que la veille. C'étaient des larmes de soulagement. De gratitude. D'une joie si intense qu'elle était douloureuse. Un miracle. Ai-je soufflé? Vous aviez raison. C'est un miracle. C'est un miracle rendu possible par la générosité d'une famille en deuil. A-t-il corrigé doucement? Il ne faudra jamais l'oublier. Maintenant, nous devons agir vite. Je vais réveiller Chloé et lui expliquer la situation. Nous devons avoir son consentement. Ensuite, nous la préparons pour le bloc opératoire. Tout s'est enchaîné à une vitesse folle. Réveiller Chloé. Lui annoncer la nouvelle. Voir ses yeux s'agrandir. Passer de la peur à l'incrédulité. Puis à une joie tremblante. La voir signer les formulaires de consentement d'une main fébrile. Les infirmières. Les brancardiers. Le tourbillon d'activité autour de nous. J'ai marché à côté de son lit roulant jusqu'aux portes du bloc opératoire. Là, j'ai dû m'arrêter. Je me suis penchée pour l'embrasser. Je t'aime. Mon oiseau. Sois courageuse. Je t'aime aussi. Maman. A-t-elle murmuré. Sa main serrant la mienne. N'aie pas peur. Puis les portes se sont refermées. Me laissant seule dans le couloir. L'attente. Encore. Mais cette attente était différente. Elle était pleine d'espoir. J'ai rallumé mon téléphone. Pas de message. Pas d'appel de Thomas. Une partie de moi était soulagée. Sa présence ici n'aurait fait que compliquer les choses. Une autre partie, la mère en moi, était dévastée. Son silence était sa réponse finale. Il avait fait son choix. Les heures ont passé. J'ai bu des cafés insipides à la cafétéria. J'ai marché dans les couloirs. Incapable de rester en place. Finalement, le docteur Mercier est apparu. Il avait retiré sa blouse de chirurgien. Il était souriant. L'opération s'est très bien passée. Hélène. Le greffon a été parfaitement accepté. Le rein a commencé à fonctionner immédiatement sur la table d'opération. Chloé est en salle de réveil. Elle est tirée d'affaire. Je me suis effondrée en pleurs dans ses bras. Sans aucune retenue. Merci. Ai-je répété encore et encore. Merci. C'est mon travail, a-t-il dit avec pudeur. Le plus dur commence pour elle maintenant. Une longue convalescence. Mais elle a une nouvelle vie devant elle. Une nouvelle vie. Ces mots résonnaient en moi. Chloé allait vivre. Elle allait pouvoir peindre à nouveau.
Finir son tableau. Sortir avec ses amis. Tomber amoureuse. Elle avait un avenir. Et moi? Alors que le soulagement commençait à laisser place à d'autres pensées, une nouvelle résolution s'est formée en moi. Une résolution froide et claire. J'avais menti à mon fils. Je l'avais manipulé. Je l'avais poussé à prendre une décision monstrueuse. Il avait échoué au test. Il avait choisi sa carrière, son confort, au lieu de la vie de sa mère. Il ne savait pas qu'en faisant cela, il avait en réalité condamné sa propre sœur. Il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ignorance. Il ne pouvait pas s'en tirer si facilement. Avec pour seule punition un vague sentiment de culpabilité qu'il finirait par enterrer sous ses succès financiers. Non. Il devait savoir. Il devait connaître le poids exact de son choix. Il devait porter cette vérité pour le reste de sa vie. C'était la seule justice possible. Dans les jours qui ont suivi, Chloé a repris des forces à une vitesse étonnante. La couleur revenait sur ses joues. Son esprit vif et son humour revenaient aussi. La voir rire avec une infirmière a été l'un des plus beaux moments de ma vie. Je passais toutes mes journées à l'hôpital, à ses côtés. Le soir, je rentrais dans mon appartement vide, et je préparais mon plan. Ce ne serait pas une confrontation pleine de colère. Non. Ce serait bien pire. Ce serait un acte chirurgical, aussi précis et impitoyable que l'opération qui avait sauvé ma fille. Une semaine après la greffe, Chloé a pu quitter les soins intensifs pour une chambre normale. Elle était encore faible. Mais elle était vivante. Pleine de vie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai pris mon téléphone. J'ai cherché le numéro de Thomas. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il était calme. Froid. J'ai tapé un message. Bonsoir Thomas. Je voulais juste te dire que j'ai trouvé un donneur. Je vais être opérée la semaine prochaine. C'était un mensonge. Bien sûr. Un dernier mensonge. L'amorce du piège. J'ai attendu. La réponse est arrivée presque immédiatement. Maman. C'est une nouvelle incroyable. Je suis tellement soulagée pour toi. Soulagée. Le mot m'a fait l'effet d'une brûlure. Il était soulagé. Soulagé de ne pas avoir eu à prendre la décision. Soulagé que quelqu'un d'autre ait fait le sale boulot. J'ai tapé ma réponse. Oui. Avant l'opération, j'aimerais que nous ayons un dernier dîner. Juste toi et moi. À la maison. Une sorte d'adieu. Au cas où. Non. Ne dis pas ça. A-t-il répondu aussitôt. Bien sûr. Je serai là. Dis-moi quel jour. J'ai fixé une date. Vendredi soir. Le piège était tendu. Il allait venir. Rongé par la culpabilité. Pensant assister à un dernier repas avec sa mère mourante. Il n'avait aucune idée du festin de vérité amère que je lui préparais. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un plat qui se sert avec un calme glacial. Les jours qui ont précédé le dîner avec Thomas étaient étranges. Une sorte de calme avant la tempête. Je me partageais entre l'hôpital et la maison. À l'hôpital, l'ambiance était à l'optimisme. Chloé faisait des progrès remarquables. Elle avait recommencé à dessiner. Sur un petit carnet que je lui avais apporté. De petites esquisses des infirmières. Des autres patients. De la vue depuis sa fenêtre. La vie revenait dans ses doigts. Dans ses yeux. Chaque fois que je la quittais. Je repartais avec un cœur plus léger. Et une détermination plus dure. Elle était la preuve vivante de ce pourquoi je me battais. À la maison. Je préparais la scène.
J'ai fait le ménage à fond. Comme pour purifier l'appartement des semaines de tension et de tristesse. J'ai acheté des fleurs fraîches. Des pivoines. Les préférés de Chloé. J'ai prévu un repas simple mais élégant. Un poulet rôti au thym et au citron. Des pommes de terre grenaille. Une salade verte. La nourriture préférée de Thomas quand il était enfant. Chaque geste était calculé. Je ne voulais pas d'une ambiance de funérailles. Je voulais une normalité presque dérangeante. Une atmosphère familiale qui rendrait la vérité encore plus brutale. Le vendredi soir, je suis allée chercher Chloé à l'hôpital. Le docteur Mercier avait donné son accord pour une sortie de quelques heures. C'était une surprise. Elle pensait que nous allions simplement rentrer à la maison pour qu'elle puisse dormir dans son propre lit. Elle ne savait pas que son frère venait dîner. Elle ne savait rien de mon mensonge. Pour elle, j'allais bien. Et Thomas était juste un frère distant et trop occupé. Garder ce secret vis-à-vis d'elle était presque aussi lourd que le mensonge initial. « Tu as fait tout ça ?» dit-elle. Émerveillée. En entrant dans le salon qui sentait bon le poulet rôti et le citron. On dirait un dîner de fête. C'en est un. Ai-je répondu en souriant. On fête ton retour à la maison. Je l'ai aidée à s'installer confortablement dans le canapé. Avec des coussins et un plaid. Elle était encore faible. Et je devais faire attention à ce qu'elle ne se fatigue pas. Je suis si heureuse d'être là. Maman. Loin de l'odeur de l'hôpital. Elle a fermé les yeux. Inspirant profondément. Ça sent la maison. À 8 heures précises. La sonnette a retenti. Mon cœur a eu un unique battement plus fort. Puis s'est calmé. Le moment était venu. J'attends quelqu'un. Ai-je dit à Chloé d'un ton léger. Ne bouge pas. Je suis allée ouvrir la porte. Thomas était là. Il avait l'air fatigué. Il y avait des cernes sous ses yeux. Il tenait à la main un énorme bouquet de roses blanches et une bouteille de vin. Un grand cru de Bordeaux. Sans doute très cher. L'offrande du coupable. Maman. A-t-il dit. La voix basse. Je suis content de te voir. Il a essayé de me prendre dans ses bras. Mais j'ai fait un pas de côté pour prendre le vin et les fleurs. Entre. Ai-je simplement dit. Il est entré dans le salon. Et son regard est tombé sur Chloé. Assise sur le canapé. Il s'est figé. Son visage a changé. Passant de la surprise à l'incompréhension la plus totale. Il a regardé Chloé. Puis moi. Puis à nouveau Chloé. Le bouquet de fleurs qu'il tenait encore semblait soudain ridicule dans ses mains. Chloé? Mais. Qu'est-ce que tu fais là? Je pensais que. Je suis sortie pour la soirée. A dit Chloé avec un grand sourire. Elle était heureuse de le voir. Son innocence était un poignard dans le cœur de la situation. Quelle surprise! Thomas. Maman ne m'avait pas dit que tu venais. Thomas ne lui a pas répondu. Il me fixait. Les yeux écarquillés. Une peur panique commençait à naître dans son regard. Il sentait le piège se refermer sur lui. Mais il n'en comprenait pas encore le mécanisme. Maman. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-il demandé. Sa voix un peu tremblante. Et mon opération? Tu m'as dit. La semaine prochaine. Ah. Ça. Ai-je dit calmement. Il y a eu un changement de programme. Viens. Assieds-toi. Le dîner est presque prêt. Je suis allée dans la cuisine. Le laissant seul dans le salon avec sa sœur et son trouble grandissant. Je l'entendais essayer de faire la conversation avec Chloé. Sa voix était forcée. Tendue. Il lui posait des questions sur sa santé.
Mais ses yeux ne me quittaient pas alors que je m'affairais entre le four et la table. J'ai servi le dîner. J'ai rempli les verres. Nous nous sommes assis tous les trois. C'était la première fois depuis des années. Une famille presque normale. L'atmosphère était électrique. Chloé, dans sa bulle de bonheur, racontait ses projets. Elle voulait reprendre la peinture, voyager un peu dès qu'elle en aurait la force. J'ai l'impression d'avoir une deuxième chance, disait-elle, les yeux brillants. Thomas ne mangeait presque pas. Il poussait la nourriture dans son assiette. Il me regardait, attendant. Il savait que le couperet allait tomber. Il voulait juste savoir quand. Et comment. Après le plat principal? Alors que je débarrassais les assiettes? Chloé a dit, je suis un peu fatiguée. Je crois que je vais aller m'allonger un peu. Bonne idée. Ma chérie. Ai-je dit. Repose-toi bien. Je l'ai accompagnée jusqu'à sa chambre. Quand je suis revenue, Thomas était debout, près de la fenêtre. Il me tournait le dos, regardant la ville illuminée. Assez joué. Maman, a-t-il dit sans se retourner. Explique-moi. Maintenant. Je me suis approchée et je me suis assise à table. J'ai pris une gorgée de mon vin. Le liquide était frais, agréable. J'étais d'un calme olympien. Il n'y a jamais eu d'opération pour moi. Thomas. Ai-je commencé? Ma voix posée et égale. Je ne suis pas malade. Je ne l'ai jamais été. Il s'est retourné brusquement. Son visage était un masque d'incrédulité. Quoi? Mais. Tu m'as dit. Tu as pleuré. Tu m'as menti? Oui. Ai-je confirmé? Sans ciller. J'ai menti. Du début à la fin. Chaque mot. Chaque larme. Mais pourquoi? A-t-il crié? Sa voix se brisant. Pour l'argent? Pour te venger de quelque chose? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Ce n'était pas pour moi. Ai-je dit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le moment était enfin venu. La personne qui avait besoin d'un rein. La personne qui était en train de mourir. La personne dont la vie dépendait de ta décision. Ce n'était pas moi. J'ai fait une pause, laissant le sens de mes paroles s'infiltrer lentement dans son esprit. Je voyais l'incompréhension sur son visage, puis la lueur de la terrible réalisation qui commençait à poindre. Il a jeté un regard horrifié en direction de la chambre de Chloé. Son visage a perdu toute couleur. Il a chancelé, comme s'il avait reçu un coup en pleine poitrine. Il a dû s'appuyer sur le mur pour ne pas tomber. Non. A-t-il murmuré. Non. Ne me dis pas que. Oui. Thomas. Ai-je dit. Ma voix aussi tranchante qu'un scalpel. C'était elle. C'était pour Chloé. Il est resté là. Pétrifié. Le souffle coupé. Le son de la vérité qui s'abat est un silence assourdissant. Il a secoué la tête. Encore et encore. Comme pour nier l'évidence. Mais il n'y avait aucune échappatoire. Tous les morceaux du puzzle se mettaient en place dans son esprit, formant une image monstrueuse de sa propre faillite morale. Son refus n'était plus un simple acte d'égoïsme envers une mère qui, après tout, avait déjà vécu sa vie. C'était une condamnation à mort pour sa petite sœur. Mais comment? Elle va bien? Maintenant. Tu m'as dit. Un miracle est arrivé? Ai-je expliqué froidement. Un jeune homme est mort. Un étranger. Et sa famille? Dans son chagrin?
a décidé de donner ses organes. C'est le rein d'un inconnu qui bat dans le corps de ta sœur en ce moment même. Un inconnu a eu plus de compassion pour elle que son propre frère. Chaque mot était un coup de marteau. Je le voyais s'effondrer sous leur poids. Il a glissé le long du mur et s'est assis par terre, la tête entre les mains. Des sanglots rauques ont commencé à secouer ses épaules. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de honte pure. D'horreur de soi-même. Il est resté là. Prostré sur le sol. Secoué par des sanglots qui semblaient venir du plus profond de son être. C'était le son d'un homme qui se voyait dans un miroir pour la première fois. Et qui était horrifié par ce qu'il découvrait. Le masque du succès. L'armure de l'ambition. Tout était tombé. Ne laissant qu'un homme nu face à l'énormité de sa faute. Je le regardais sans aucune pitié. Ma colère s'était consumée. Ne laissant derrière elle qu'un désert de glace. Je ne savais pas. A-t-il fini par murmurer à travers ses larmes? Sa voix étranglée. Maman. Je te jure. Je ne savais pas. Si j'avais su que c'était pour elle. J'aurais dit oui. Bien sûr que j'aurais dit oui. Vraiment? Ai-je demandé? Mon ton glacial. Tu en es certain? Parce que de là où je suis. La seule différence. C'est le risque pour ton image. Refuser un rein à sa mère? C'est cruel. Mais ça peut encore se justifier aux yeux de certains. Elle a eu sa vie. Il doit penser à son avenir. Mais refuser un rein à sa petite sœur de 22 ans. Ça. C'est impardonnable. C'est le genre de chose qui te suit toute ta vie. N'est-ce pas? C'est mauvais pour les affaires. Il a relevé la tête. Son visage ravagé par la douleur et la honte. Non. Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Thomas? Les jeux interrompus. Dis-moi. Est-ce que la vie de ta sœur a plus de valeur que la mienne? Est-ce que l'amour se mesure en années restantes à vivre? Non. Tu n'aurais pas dit oui. Tu aurais trouvé une autre excuse. Parce que le problème, ce n'est pas le patient. Le problème, c'est toi. Ta peur. Ton égoïsme. C'est ce que je devais savoir. Et maintenant? Je sais. Il a essayé de se lever. De venir vers moi. Pardonne-moi. A-t-il supplié? Rampant presque. Maman. S'il te plaît. Dis-moi que tu me pardonnes. Je me suis reculée. Comme s'il était contagieux. Le mot « pardon » sonnait comme une obscénité dans sa bouche. Te pardonner? J'ai eu un petit rire sec. Sans aucune joie. Le pardon ne signifie rien ici. Il ne changera rien à ce que tu as fait. Ou plutôt, à ce que tu n'as pas fait. Le pardon ne peut pas effacer le fait que pendant des semaines, tu as laissé ta sœur se rapprocher de la mort. Pendant que tu t'inquiétais pour tes vacances au ski et tes bonus de fin d'année. Je me suis approchée de l'étagère où se trouvait la place vide. J'ai pris le cadre photo que j'avais retiré des mois plus tôt. Un cadre en bois simple qui contenait une vieille photo de nous trois. Prise dans un parc. Quand ils étaient enfants. Thomas devait avoir 10 ans. Et Chloé 4. Il la tenait par la main. La regardant avec un air protecteur. Un souvenir d'un autre temps. D'un autre garçon. J'ai tendu le cadre vers lui. Tu vois ça? C'est ce que nous étions. Une famille. Une famille où l'on prenait soin les uns des autres. Tu as brisé ça. Thomas. Pas moi. Toi. Je peux réparer ça. A-t-il dit. S'accrochant à une dernière lueur d'espoir. Je vais tout faire pour Chloé. Je vais payer ses études. Ses voyages.
Tout ce qu'elle voudra. Je serai là pour elle. Je te le promets. Tu penses encore que tout s'achète? Ai-je dit. Avec une lassitude infinie. Tu ne comprends toujours pas. Tu ne peux pas réparer ça. Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu ne peux pas effacer la décision que tu as prise. Je me suis dirigée vers la porte d'entrée et je l'ai ouverte. L'air frais de la nuit s'est engouffré dans l'appartement. Je veux que tu partes maintenant. Il m'a regardé. Anéanti. Me chasser? Tu me chasses? Non. Ai-je corrigé? Je ne te chasse pas. Je te libère. Je te libère de moi. De Chloé. De tes obligations familiales. Va retrouver ta vie parfaite. Thomas. Ton appartement de luxe. Ta fiancée riche. Ta carrière brillante. C'est ce que tu as toujours voulu? N'est-ce pas? Tu l'as. Profitant. Mon calme était plus terrifiant que n'importe quelle crise de colère. C'était la sentence d'un juge. Pas la peine d'une mère. Et Chloé? A-t-il demandé. Sa dernière planche de salut. Je ne la verrai plus jamais? Chloé est une adulte. Elle prendra ses propres décisions. Si elle veut te voir, elle t'appellera. Mais je ne lui mentirai pas. Elle saura un jour pourquoi son frère n'a pas été son donneur. Elle saura que c'est un étranger qui lui a sauvé la vie. Et elle devra vivre avec ça. Tout comme toi. Il est resté un instant immobile. Comme s'il espérait que je change d'avis. Que je cède. Que je le prenne dans mes bras en lui disant que tout irait bien. Mais je suis resté de marbre. Lentement. Comme un vieil homme. Il s'est levé. Il a traversé le salon. Passant devant le poulet à moitié mangé. Les roses blanches posées sur un coin de table. Il m'a jeté un dernier regard. Un regard d'enfant perdu. Puis il est sorti dans la nuit. J'ai refermé la porte. Je ne l'ai pas verrouillée. Je me suis appuyée contre elle. Et pour la première fois de la soirée, j'ai laissé l'air sortir de mes poumons dans un long soupir. Ce n'était pas un soupir de soulagement, ni de victoire. C'était un soupir de vide. J'avais gagné. J'avais eu ce que je voulais. Il connaissait la vérité. Mais à quel prix? Je suis retournée dans le salon. Le silence était revenu. Mais ce n'était plus le même. Ce n'était plus un silence plein de secrets, mais un silence plein de ruines. J'ai regardé le cadre photo dans ma main. L'image de ce petit garçon protecteur. J'ai ouvert le dos du cadre. J'ai retiré la photo. Je l'ai regardée une dernière fois. Puis je l'ai déchirée en deux. Soigneusement. Juste entre le garçon et la petite fille. J'ai laissé les deux morceaux tomber sur la table. Je n'ai pas pleuré. Les larmes étaient inutiles maintenant. Mon fils n'allait pas en prison. Il n'allait pas payer d'amende. Sa punition était bien plus subtile. Et bien plus terrible. Sa punition serait chaque regard dans le miroir. Chaque succès qui aurait un goût de cendre. Chaque fois qu'il verrait sa sœur rire. Il saurait qu'il n'y était pour rien. Il saurait qu'il avait failli. Mon héritage pour lui. Ce n'était pas une leçon de morale. C'était une condamnation à perpétuité. La perpétuité de vivre avec soi-même. Le poids de ce secret? Ce n'était plus moi qui le portais. Je venais de le lui transmettre. Et c'était un fardeau qu'il devrait porter. Seul. Pour le restant de ses jours.